Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passe après le Seigneur des Anneaux? Si oui, sachez que vous avez frappé à la bonne porte puisqu'on va s'intéresser aujourd'hui au récit entourant le 4e âge. Une nouvelle aventure qui va nous conduire jusqu'aux frontières de la suite avortée du Seigneur des Anneaux tout en explorant l'histoire méconnue des derniers membres de la communauté. Prenez un siège et installez-vous confortablement car ça ne va pas être de tout repos. Tant de choses à être et tant à faire. Ton rôle dans l'histoire continue. Lorsqu'il s'agit de chronologie, c'est dans les appendices du Retour du Roi que nous trouvons la majorité des informations sur la fin de la saga. Avant de partir à la découverte du 4e âge et des nombreux secrets qu'il renferme, il nous faut faire un rapide retour en arrière sur les derniers instants du 3e âge pour bien avoir tout le contexte en tête. Le 25 mars de l'an 3019 du Tiers Âge marque la destruction de la forteresse de Barad-dûr. Dès que la tour noire commence à s'écrouler après la destruction de l'anneau unique, l'esprit de Sauron semble sortir des profondeurs du Mordor tel un nuage ténébreux. Il tente d'attraper l'armée des hommes avec sa grande main, mais il est chassé par un vent puissant qui le repousse au loin. Plus tard, l'auteur expliquera dans une lettre que l'esprit du Seigneur des Ténèbres ne peut être détruit et qu'il est condamné à errer pour l'éternité sur Ea, la terre, sans possibilité de retrouver ses forces suite à la destruction de l'anneau. Au nord, le roi Barde II, arrière-petit-fils du légendaire Barde l'Archer, et le roi Thorin III, homme de pierre, le fils de Dain II, pied d'acier, sont tous les deux assiégés dans le royaume sous la montagne. C'est ainsi qu'ils ont vent de la défaite du Seigneur des Ténèbres au sud et qu'ils effectuent une sortie devant Erebor le 27 mars, parvenant à mettre en déroute les orientaux qui les assiégeaient. Le lendemain, le seigneur elfe Celeborn détruit et nettoie la région entourant la forteresse de Dol Guldur, marquant de fait la disparition de cette relique de Sauron. Mais il demeure encore un allié des ténèbres puisque Saruman avait quitté l'Isengard pour se rendre dans la comté afin de planifier sa vengeance. Le magicien blanc sera finalement vaincu par les hobbits le 1er novembre et son esprit sera lui aussi chassé de son enveloppe corporelle, condamné à errer pour l'éternité. Le 3e âge prend fin autour du 29 septembre de l'an 3021 avec le départ des 3 gardiens des anneaux elfiques, accompagnés de 2 porteurs de l'unique, Frodon et Bilbon, qui embarquent tous depuis les Havres Gris en direction des terres immortelles. Sam Gamgee est le dernier porteur de l'anneau à demeurer en terre du milieu et il décide de rentrer à cul-de-sac dans la comté. Le 4e âge débute officiellement avec cette vague de départ pour le continent de Valinor. Il s'agit d'une période marquée par le regain de puissance des royaumes des hommes, que ce soit le Gondor ou l'Arnor réunifié, ou bien celui du Rohan. C'est également une époque de reconquête, où la maison de Durin parvient à récupérer le royaume perdu de la Moria pour s'y établir de nouveau. Quant aux elfes, ils abandonnent progressivement la Terre du Milieu pour effectuer la longue traversée de l'océan en direction de Valinor. Dans les appendices du Retour du Roi, l'auteur nous décrit une longue succession chronologique que je vais vous résumer ici. L'objectif n'est pas de tout dire, c'est d'ailleurs pour cela que je vais me concentrer sur les éléments les plus importants à mes yeux pour offrir une sorte de conclusion à l'histoire des membres de la communauté de l'anneau. La première année du 4e âge s'ouvre avec la naissance d'Eldarion, issu de l'union entre Arwen et le roi Aragorn Elessar, le seul garçon du couple, puisqu'on sait par la suite qu'ils auront de nombreuses filles. En l'an 6, Sam est élu maire de Grand-Cave. Il s'agit d'un des seuls titres officiels détenus par un hobbit qui est élu lors d'une grande foire pour une durée de 7 ans. C'est avant tout un poste qui permet de présider les banquets de la comté tout en gérant le service de messagerie et assurant également la sécurité au sein de la région. Les hobbits seront tellement satisfaits de la gestion de la comté sous le premier mandat de Sam qu'il en effectuera en tout 7. Une longévité plus que rare pour un maire plébiscité par ses pairs. L'an 6 est aussi marqué par un édit promulgué par le roi Aragorn Elessar qui interdit à tout homme d'entrer dans la forêt des Dúnedain ainsi que la comté qui est placée sous sa protection. Mais outre cela, l'année 6 du 4e âge voit Pippin se marier avec la belle Diamant de Longcluse et de cette union naîtra le petit Faramir Took 3 ans après le mariage de ses parents. Un nom qui, vous en conviendrez, n'est absolument pas choisi par hasard. L'année 11 est marquée par la nomination de Merry comme maire du pays de Bouc, une région virtuellement indépendante de la comté,
et il reçoit en parallèle de nombreux cadeaux de la part d'Éomer et Éowyn pour accompagner son nouveau titre. En l'an 14, c'est un autre membre de la communauté qui est à l'honneur, puisque Pippin, qui avait hérité du titre de Thaïn, sorte de co-gouverneur dans un rôle honorifique, est appelé auprès du roi Aragorn pour servir comme conseiller du royaume du Nord, aux côtés de ses amis Merry et Sam. Tous les trois avaient des postes au sein de la comté, ce qui explique la volonté d'Aragorn de les intégrer au sein de son conseil. L'année suivante, le roi Aragorn voyage jusqu'à la cité d'Anúminas et c'est à cette occasion qu'il effectue un détour pour venir jusqu'au pont de Brandevin où il rencontre le hobbit Sam sans traverser le pont puisque conformément à son édit, aucun homme n'a le droit de venir dans la comté. C'est là qu'il offre l'étoile des Dúnedain à Sam en signe d'amitié, une belle broche en argent portée par les rôdeurs du Nord. Malheureusement, l'année 15 est également marquée par la disparition du nain Glóin, le père de Gimli, à l'âge de 253 ans, sans que l'on ait plus de précision. En l'an 31, le roi Aragorn offre la marche de l'Ouest à la comté, ce qui permet à de nombreux hobbits de s'y installer en toute sécurité. L'année 61 voit la disparition de Rose Gamgee, l'épouse de Sam qui a eu une vie paisible mais quoique très animée aux côtés de son époux, puisqu'ils ont eu pas moins de 13 enfants ensemble. Juste après la mort de sa femme, Sam Gamgee quitte Cul-de-Sac pour se rendre jusqu'au Havre Gris en vue de rejoindre Valinor. Il s'agit du dernier porteur de l'anneau à effectuer cette traversée, et juste avant de prendre la mer, il confie la garde du livre rouge de la marche à sa fille aînée Elanor, qui le transmettra de génération en génération. En l'an 63, Pippin commande une copie de ce précieux livre à la demande du roi Aragorn, et c'est alors que Merry reçoit une lettre de son ami, le roi Éomer du Rohan, qui lui demande de venir à son chevet. Il consulte son ami Pippin et décide de faire le voyage jusqu'au Rohan dans un premier temps. Avant leur départ, ils donnent leurs charges respectives à leurs fils et prennent la route. Ils arrivent en premier lieu à Edoras, où ils restent au chevet du roi Éomer jusqu'à sa mort à l'automne. Puis ils reprennent la route en direction du Gondor, où ils séjournent quelque temps sur place, possiblement à Minas Tirith, avant d'y finir leur jour. Pour leur rendre hommage, ils sont tous les deux inhumés dans le Ras d'Inen, là où reposaient les illustres serviteurs du Gondor aux côtés des rois et intendants. En l'an 82, c'est Faramir qui s'éteint aux côtés de sa famille de Lyciliens, et on suppose que son épouse Éowyn n'était plus de ce monde depuis de nombreuses années. Il en va de même pour l'année 91 qui marque la mort du nain Dwalin à l'âge de 340 ans sans que l'on sache réellement toute son histoire. Quant à l'année 120, elle est principalement connue pour être l'année de disparition du roi Aragorn Elessar et on dit que son tombeau est placé près de Pippin et Merry. C'est son fils Eldarion qui lui succède comme nouveau souverain. Avec la mort de leur ami, Legolas et Gimli construisent un grand navire en Icilien et voyagent ensemble à travers le fleuve Anduin jusqu'à prendre la mer pour se rendre sur les terres immortelles. D'ailleurs, Gimli sera le seul et unique nain à être autorisé à s'installer à Valinor et les contes prétendent qu'il a accepté de faire cette traversée dans l'espoir de revoir la dame Galadriel qui y résidait depuis un moment. L'année suivante, en l'an 121, c'est la douce Arwen qui s'éteint alors qu'elle vivait dans la forêt de Lórien. Durant le 4e âge, il se passe beaucoup de choses sans que l'on puisse vraiment être catégorique sur la datation. On sait que les seigneurs elfes Círdan et Celeborn ont quitté la Terre du Milieu aux côtés des derniers elfes pour regagner Valinor à une date inconnue. Concernant les nains, c'est vraisemblablement après l'année 171 que le roi Durin VII voit le jour et qu'il se lance dans la reconquête de la Moria pour rétablir le royaume de Khazad-dûm. Il y demeurera jusqu'à sa mort, devenant le dernier roi de la lignée de Durin jusqu'à la disparition des nains. Avant de prendre la mer avec son ami Legolas, le nain Gimli a lui aussi voyagé en Terre du Milieu, installant une partie du peuple d'Erebor vers le sud, et par ailleurs, il y réalisera de nombreux travaux pour le Gondor et le Rohan, notamment une grande porte en mithril pour la cité de Minas Tirith en remplacement de celle qui avait été détruite. Enfin, l'une des dernières dates que l'on connaît fait mention de l'année 220 comme étant proche de la fin du règne du roi Eldarion, une année marquée par des disparitions et la découverte d'un étrange culte noir dans le sud de l'Icilien. Est-ce le retour du Seigneur des Ténèbres ? Difficile à dire vu que ce récit est pour l'heure inachevé. Effectivement, l'auteur J.R.R. Tolkien a commencé la rédaction d'une suite au Seigneur des Anneaux. Appelée The New Shadow, qu'on pourrait traduire par Une Nouvelle Ombre, il s'agit d'un court récit de 13 pages que l'on retrouve dans un des chapitres du 12e volume de l'Histoire de la Terre du Milieu qui, à ce jour, n'est pas traduit en français. On peut y lire un dialogue entre deux personnages au sujet d'étranges rumeurs faisant état de disparition et d'un culte obscur.
Tiens, tant qu'on y est, voici ce que Tolkien déclarera à propos de cette suite des années après. Je n'ai rien écrit au-delà des premières années du quatrième âge, sauf le début d'un récit censé se référer à la fin du règne d'Eldarion, environ 100 ans après la mort d'Aragorn. J'ai alors, bien sûr, découvert que la paix du roi ne contiendrait aucun récit digne d'être raconté, et ces guerres présenteraient peu d'intérêt après la chute de Sauron, mais qu'une certaine agitation apparaîtrait alors, due à l'ennui, semble-t-il, inévitable des hommes après des années. Il y aurait des sociétés secrètes pratiquant des cultes obscurs, et des cultes orques parmi les adolescents. Une idée rapidement abandonnée par l'auteur qui estimait que son récit était beaucoup trop sombre et déprimant pour être raconté. D'ailleurs, si cela vous intéresse, je vous ai déjà concocté une vidéo sur ce sujet que vous pouvez retrouver en haut à droite. Malheureusement, il n'existe pas beaucoup d'informations concrètes sur ce qu'il se passe après le 1er siècle du 4e âge. Comme à son habitude, lorsqu'on s'intéresse un peu à l'écriture de Tolkien, l'auteur a tenté de poursuivre sa chronologie à travers des notes et brouillons. Une lettre rédigée en 1958 annonce qu'il s'est passé 6000 années entre la chute de Barad-dûr en l'an 3019 du 3e âge et l'année de rédaction de cette lettre par l'auteur. Oui, dit comme ça, je sais que ça peut faire drôle de s'imaginer que l'univers de la Terre du Milieu s'insère au sein de notre propre histoire. Tolkien dira lui-même que l'année 1958 est très proche de la fin du 5e âge, mais un peu plus tard il se contredira lui-même en annonçant que les âges se sont accélérés et que l'on serait plutôt à la fin du 6e ou tout bonnement dans le 7e âge au moment de la rédaction de sa lettre. Il le confirmera sur une annotation d'un de ses brouillons du chapitre de l'Éveil des Elfes, en disant que l'année 1960 où il rédige ce texte est l'année 1960 du 7e âge. Bref, comme à chaque fois, dès que l'on se penche un peu sur les textes de l'auteur, c'est toujours très compliqué de s'y retrouver. Il vaut mieux parler des âges tardifs, comme disent les anglophones, pour englober toutes les informations sur ce qu'il se passe après la fin de la chronologie du 4e âge. C'est ainsi que s'achève ce récit, en espérant que vous avez apprécié cette balade en Terre du Milieu. Je voulais offrir une conclusion à l'histoire des personnages principaux et secondaires de l'histoire du Seigneur des Anneaux, et j'estime que c'est désormais chose faite. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires en Terre du Milieu. Namarrié.